Bonjour, nous vous présentons aujourd'hui le cours intitulé Troubles veille-sommeil. Chez l'adulte, le sommeil normal survient la nuit. Il dure en moyenne 7 à 8 heures avec de grandes variations interindividuelles en fonction de l'âge, du sexe de l'individu lui-même, soit qu'il soit court ou long dormeur, sujet du matin ou du soir. C'est un besoin physiologique fondamental. Il occupe un tiers de l'existence et c'est une fonction physiologique vitale, rythmique et adaptative. Veille-sommeil est régulé par deux processus. Le processus homéostatique, c'est-à-dire je dors car je suis fatigué, c'est une accumulation qui augmente tout au long de la veille et diminue pendant le sommeil. Le processus circadien, c'est-à-dire je dors car c'est l'heure de dormir, dépend des oscillateurs circadiens que l'on appelle l'horloge biologique. Située dans le noyau suprachiasmatique, l'horloge biologique module les états de vigilance, mais aussi d'autres paramètres dont les sécrétions hormonales, la température interne, les cycles de division cellulaire et l'humeur. Est réparti en stades. La phase d'endormissement, le sommeil lent léger qui représente 40 à 60% du temps, le sommeil lent profond qui représente à peu près 10 à 20% et le sommeil paradoxal qui représente 20 à 25% du temps total du sommeil. De sommeil lent léger, sommeil lent profond et sommeil paradoxal alternent tout au long de la nuit selon une organisation dite en cycle. Un cycle de sommeil normal débute par du sommeil lent dont la profondeur augmente progressivement puis se termine par du sommeil paradoxal. Les cycles se répètent et leur architecture évolue au fur et à mesure que le sommeil dure. En début de nuit, le sommeil lent occupe la majeure partie du temps de sommeil, puis il se réduit alors que le temps de sommeil paradoxal augmente. Voici un histogramme qui représente les différentes phases et leur répartition en plusieurs cycles, voire 4 à 5 cycles durant la nuit et comment les durées sont réparties selon la nuit. Exploré par la polysomnographie, il s'agit d'un enregistrement électrophysiologique qui permet de recueillir durant le sommeil du sujet les paramètres suivants comme l'électroencéphalogramme, l'électrooculogramme, l'électromyogramme, les paramètres cardio-respiratoires, les paramètres moteurs et un enregistrement vidéo concomitant. Les examens sont utilisés pour explorer le sommeil tels que l'agenda du sommeil, l'actimètre et la polygraphie ventilatoire. Les troubles du sommeil sont classés selon leur forme, leur durée ou leur cause. La classification internationale des troubles du sommeil distingue les dysomnies et les parasomnies. Dysomnie, on retrouve les insomnies, les troubles de l'éveil et hypersomnie et les troubles du rythme circadien. L'insomnie est une plainte subjective qui désigne à la fois une durée insuffisante du sommeil et un sommeil non récupérateur. Elle est caractérisée par des difficultés de l'endormissement et ou des éveils au cours de la nuit et ou un éveil matinal précoce ou encore une impression d'absence totale du sommeil. Les causes en sont multiples. La prévalence apparaît importante, elle représente entre 10 à 15% de la population générale. L'insomnie occasionnelle est la plus fréquente. La comorbidité psychiatrique existe dans un tiers des cas. Parmi les étiologies, on retrouve les insomnies transitoires qui sont définies par des insomnies occasionnelles ou à court terme qui surviennent chez des sujets dont le sommeil est habituellement satisfaisant. Leur caractère réactionnel est souvent manifeste. Elles représentent 30 à 40% des cas. Elles sont de causes diverses, souvent psychologiques
ou dû à une mauvaise hygiène de vie, ou à des troubles somatiques comme des douleurs, et parfois à l'environnement comme les nuisances sonores. Le traitement est surtout représenté par les conseils d'hygiène du sommeil, ce qu'il faut faire, par exemple se coucher à des heures régulières, se lever à une heure régulière, dormir dans une chambre fraîche, se relaxer, faire des exercices physiques dans la journée et prendre une douche chaude le matin. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est le lever tardif, les siestes l'après-midi, les psychotropes tels que l'alcool, les dîners lourds, les psychostimulants comme le café et le thé, et aller au lit trop tôt. On peut être emmené à prescrire un traitement dans le cas où l'insomnie est à court terme. On va plutôt prescrire un hypnotique à demi-vie courte tel que le zolpidem, qui est Stinox, qui peut être envisagé à faible dose et sur une courte période de quelques jours à environ 3 semaines, avec une régulation régulière de la prescription, réévaluation régulière de la prescription. Également les insomnies secondaires qui sont dues à des causes psychiatriques dans un premier temps, où on peut retrouver l'insomnie matinale dans les dépressions, ou l'insomnie d'endormissement surtout dans les troubles anxieux, ou l'insomnie totale dans les accès maniaques par exemple, ou l'insomnie chronique lors des troubles de la personnalité ou de l'addiction. Les insomnies secondaires peuvent avoir aussi une étiologie organique. De nombreuses pathologies peuvent perturber le sommeil, notamment les douleurs, les troubles digestifs comme l'ulcère gastro-duodénal, les troubles endocriniens comme le diabète ou l'hyperthyroïdie, les troubles urinaires, les troubles cardiaques et parfois même les troubles neurologiques tels que la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. Les secondaires peuvent être dus à des produits toxiques ou à des médicaments, comme par exemple les produits toxiques tels que les psychostimulants comme le café, le tabac, les amphétamines, la cocaïne, l'alcool et certains médicaments comme les corticoïdes, les antidépresseurs et la théophiline. Insomnie chronique primaire. Ce type d'insomnie regroupe la majeure partie des insomnies chroniques pour lesquelles aucune cause n'est retrouvée. L'insomnie est le seul symptôme. On distingue l'insomnie idiopathique qui évolue depuis l'enfance avec souvent des répercussions diurnes, l'insomnie psychophysiologique qu'il s'agit d'une insomnie conditionnée acquise, dépendante à la fois de facteurs psychologiques comme la peur de dormir, l'anxiété anticipatoire de l'insomnie et de facteurs physiologiques. Et la mauvaise perception du sommeil, hypnoagnosie, le trouble du sommeil n'est pas retrouvé à l'examen polygraphique et n'a pas de conséquences diurnes. Ces insomnies sont souvent à l'origine de polymédication anciennes. Les troubles de l'éveil et les hypersomnies correspondent à des troubles où on a une vigilance altérée en durée, comme par exemple les hypersomnies, ou en qualité, la somnolence diurne. À l'inverse de l'insomnie, ces troubles sont souvent méconnus, négligés, difficiles à diagnostiquer et à traiter. Ils ont des caractéristiques générales communes. Cliniquement, l'accès de sommeil est plus ou moins permanent ou paroxystique. Le sommeil de nuit très allongé ou somnolence diurne. Les conséquences peuvent être très lourdes, responsables d'une diminution des performances professionnelles, par exemple, ou cognitives. La somnolence et la fatigue au volant constituent la première cause de mortalité sur les autoroutes et il est de même des accidents du travail. La physiopathologie de ces troubles est d'origine multifactorielle. Par exemple, l'insuffisance aiguë ou chronique de sommeil, sommeil pris à des heures anormales, des prises d'alcool, des prises médicamenteuses ou des psychotropes pouvant altérer la qualité du sommeil, les troubles respiratoires, les états dépressifs et d'autres lésions. Les troubles sont représentés par le syndrome d'apnée du sommeil.
Ce syndrome est défini comme un arrêt de l'échange aérien au niveau de la bouche et du nez d'au moins 10 secondes survenant plus de 5 fois par heure de sommeil, alors que le mouvement thoraco-abdominaux persiste. Cette persistance des mouvements thoraco-abdominaux différencie les apnées obstructives des apnées centrales au cours desquelles ces mouvements seront absents. La première cause de somnolence diurne, ce syndrome se rencontre le plus souvent chez l'homme de la cinquantaine, ronfleur, en excès pondéral. C'est une forme très évoluée. La forme très évoluée de cette pathologie est représentée par le syndrome de Pickwick. Le deuxième trouble est représenté par l'hypersomnie par insuffisance de sommeil, qui est définie par une restriction chronique du sommeil volontaire, non intentionnelle, à l'origine d'une hypersomnolence diurne, souvent due à un travail exigeant, travail posté, etc. Cliniquement, on a des réveils difficiles, une somnolence l'après-midi, avec altération des performances, des difficultés de l'attention, de l'irritabilité et de la fatigue. Le traitement consiste en un allongement du temps de sommeil avec réapprentissage d'une hygiène de vie. Le troisième trouble est représenté par les hypersomnies iatrogènes, par la prise de médicaments psychotropes comme les hypnotiques à demi-vie longue, les anxiolytiques, les antidépresseurs, les antipsychotiques, les thymorégulateurs qui peuvent induire une somnolence diurne liée en particulier à l'effet antihistaminique de ces produits. D'autres médicaments comme les anticomiциaux, les antihistaminiques myorelaxants, les antimigraineux, les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent également être à l'origine d'une somnolence diurne. Également la narcolepsie, qui débute souvent à l'adolescence, associe une tétrade symptomatique, une hypersomnie avec somnolence diurne, des accès de catalepsie constitués par l'abolition soudaine de courte durée du tonus musculaire, qui peut être généralisé ou ne concerne que certains groupes musculaires. Ces accès surviennent souvent à l'occasion d'émotions. Également par des hallucinations visuelles ou auditives survenant à l'endormissement et les paralysies du sommeil. Également, l'hypersomnie primaire ou idiopathique, qui débute à l'âge adulte. L'hypersomnie apparaît isolée sans cause connue. Il s'agit d'une somnolence diurne excessive avec des périodes d'endormissement involontaire de quelques heures non réparatrices. Le sommeil nocturne est généralement satisfaisant mais long avec des réveils difficiles et tardifs. L'hypersomnie récurrente, définie comme des affections rares caractérisées par des accès récurrents de somnolence intense. Les accès durent de plusieurs jours à plusieurs semaines, se reproduisant à des intervalles très variables. Entre les accès, le sujet ne présente pas de troubles de la vigilance. Nous avons le syndrome de Klein-Levin, qui est une affection de l'adolescent de sexe masculin. Les épisodes de somnolence sont associés à une hyperphagie compulsive, une désinhibition avec hypersexualité et des troubles psychiques. Nous avons également les mouvements périodiques nocturnes des membres, survenant pendant la nuit à l'origine d'éveil. Cette pathologie se manifeste par des secousses de quelques secondes, survenant de manière périodique toutes les 30 secondes, qui affectent surtout les membres inférieurs. Également, le syndrome des jambes sans repos, qui survient le soir, au coucher, avec des paresthésies à type de fourmillement, de brûlure des membres inférieurs, soulagés par le mouvement, empêchant l'endormissement. Ces impatiences apparaissent vers la trentaine, ont une évolution fluctuante. Nous avons également d'autres causes d'hypersomnie. L'hypersomnie psychogène qui s'inscrit dans un contexte de pathologie psychiatrique, par exemple lors des pathologies dépressives, quand nous avons des troubles du sommeil, lors des troubles anxieux, on peut retrouver une hypersomnie d'origine psychogène ou lors des stress. Nous avons aussi l'hypersomnie post-traumatique avec une somnolence diurne qui peut apparaître dans les suites d'un trauma crânien.
Nous rencontrons également l'hypersomnie de cause médicale lors des pathologies somatiques comme les tumeurs cérébrales, l'hypertension intracrânienne, l'accident vasculaire cérébral, les affections dégénératives. Troisième groupe des pathologies du sommeil, ce sont les troubles des rythmes circadiens. Ce sont des troubles du sommeil et de l'éveil liés à une adéquation entre les horaires réels de sommeil et les horaires souhaités. Ils témoignent d'une discordance entre le mode de vie et le rythme physiologique. On a le syndrome d'avance de phase. Ce trouble se caractérise par un endormissement et un réveil précoce, avec une durée habituelle de sommeil conservée. Le réveil vers 2-3 heures du matin s'accompagne d'un besoin de sommeil en fin d'après-midi. Ce trouble s'observe surtout chez les personnes âgées. Le syndrome de retard de phase. Ce syndrome débute en général à l'adolescence et concerne le plus souvent l'homme. L'endormissement survient tardivement, après 2 heures du matin, de manière permanente. Le sommeil satisfaisant en qualité et en quantité suit l'heure de réveil spontané est à 7-8 heures après le coucher. Il est compatible avec des exigences de la vie quotidienne. La symptomatologie apparaît lorsque l'heure de réveil doit être avancée pour obéir aux exigences des horaires conventionnels. Troisièmement, le changement du fuseau horaire, nommé le jet lag. Ce syndrome correspond à une désynchronisation du rythme veille-sommeil liée au franchissement des fuseaux horaires. L'intensité des symptômes augmente avec le nombre de fuseaux franchis. En général, il dure quelques jours et peut rentrer facilement dans l'ordre. Le travail posté, alors, ce sont les pathologies liées aux horaires décalés ou variables de travail peuvent être à l'origine de ce trouble et de la vigilance. Une surconsommation de substances stimulantes est souvent observée. Celle-ci aggrave l'altération de la qualité du sommeil. Ce chapitre est représenté par les parasomnies qui correspondent à des phénomènes anormaux qui surviennent pendant le sommeil. On distingue les parasomnies par trouble de l'éveil, les parasomnies par trouble de la transition veille-sommeil, les parasomnies associées au sommeil paradoxal et les hypersomnies survenant pendant le sommeil léger. Les parasomnies par trouble de l'éveil, ce sont les ivresses du sommeil survenant essentiellement chez l'enfant ou l'adulte jeune. Ces éveils nocturnes caractérisés par un état d'obnubilation avec parfois une désorientation temporo-spatiale et des comportements inadaptés. Deuxièmement, le somnambulisme qui est caractérisé par une activité motrice automatique complexe nocturne. Il est fréquent chez l'enfant et rare chez l'adulte. Les terreurs nocturnes surviennent en début de nuit à type de hurlements peu compréhensibles et de manifestations neurovégétatives intenses ne provoquant pas de réveil, ne laissant pas de souvenirs non plus. Par trouble de la transition veille-sommeil, nous avons en premier les sursauts du sommeil, qui est une symptomatologie bénigne et fréquente. Ces sursauts surviennent à l'endormissement, gênant parfois celui-ci. Il s'agit de myoclonie, un type de secousse brutale de tout ou partie du corps. En deuxième, nous avons les somniloquies, qui est le fait de parler pendant son sommeil, de l'émission de quelques sons à des conversations élaborées. Elle survient le plus souvent en sommeil lent. Cette symptomatologie banale, plus souvent observée chez l'homme, ne nécessite pas de traitement. Nous avons également les crampes nocturnes des membres inférieurs, qui sont des contractions douloureuses involontaires des muscles du mollet, du pied, qui surviennent pendant le sommeil et l'interrompent. Cette symptomatologie est fréquente chez la femme enceinte et les femmes âgées. Un traitement myorelaxant peut être proposé. Nous avons les parasomnies associées au sommeil paradoxal qui sont représentées par les cauchemars et les paralysies du sommeil. Il s'agit, lors d'un éveil nocturne, d'une abolition transitoire du tonus musculaire avec impossibilité pour le patient pendant quelques secondes de se mobiliser.
Les paralysies du sommeil s'observent dans la narcolepsie essentiellement, mais peuvent aussi survenir après une période de privation de sommeil ou de désorganisation circadienne. Et enfin, nous avons les parasomnies survenant pendant le sommeil léger, représentées essentiellement par le bruxisme qui est caractérisé par des contractions musculaires involontaires des mâchoires produisant des graissements des dents qui peuvent être à l'origine d'altérations dentaires. Le bruxisme survient au cours du stade 1 et 2 du sommeil et serait favorisé par les facteurs de stress.